Je m'appelle Annette Vieviorka. Mon métier, c'est d'être historienne et j'ai écrit un certain nombre de livres autour de l'histoire des Juifs de France, de la mémoire de la Shoah et du communisme. Alors, un bon historien euh, essaye d'avoir des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a effectivement la recherche de la vérité. Or, aujourd'hui, à l'époque des fake news, on peut dire quand même que l'idée qu'il y a une vérité, qu'on peut l'établir, c'est quelque chose de très important. Euh, Quand je dis qu'un historien est engagé, ça ne veut pas dire qu'il se précipite dans toutes les luttes du moment. Ça signifie que par son métier même et par les sujets qu'il choisit et par la façon dont il écrit et dont il vulgarise, au bon sens du terme, par son enseignement ou par ses interventions dans l'espace public, il joue un rôle civique. Alors, ces paroles sont peut-être pas exactement dans les termes celles d'un historien qui est pour nous une sorte de, enfin pour moi, mais pour beaucoup une sorte de modèle, qui est Marc Bloch. Marc Bloch a été un immense médiéviste. Il a écrit ce petit livre en taille sur le métier d'historien. Euh, il a écrit L'étrange défaite qui décrit l'effondrement de la France en 40, s'est engagé dans la résistance, a été fusillé par les nazis à la toute fin de la guerre. Et c'est lui et d'autres, Pirenne, d'historiens de sa génération, qui mettent l'accent sur le fait que écrire sur l'histoire des hommes ne peut se faire si soi-même on n'a aucune expérience. Alors de mon expérience chinoise, euh, d'un côté mon engagement dans cette association des amitiés franco-chinoises et dans mai 68 plus généralement, et des 2 ans que j'ai passé entre 74 et 76 en Chine, oui, ça a beaucoup nourri ma réflexion. Par exemple, cette grande question que se posent tous les historiens de la Shoah, qui est ce que l'on savait. Cette grande question que se posent aussi les historiens de la mémoire, qui est à quel moment des données éparses cristallisent et deviennent de la mémoire collective. Donc je pense avoir beaucoup puisé, sans jamais le dire, on n'est pas obligé d'expliquer exactement ces mécanismes intellectuels. Je pense que cette expérience de ces 2 années en Chine, entre 74 et 76, ont été très très importantes pour ma façon de penser et d'écrire l'histoire. Je ne parlerai même pas de ma biographie de Maurice et Jeannette. J'ai quand même compris un peu du rapport qu'avait ce couple à l'Union soviétique en voyant le rapport que certains, des années après, avaient eu avec la Révolution chinoise. Alors, le président de la République est beaucoup intervenu sur les questions de mémoire. Il a d'abord euh, très solennellement établi les responsabilités de la France, enfin des militaires et de la torture dans la mort de Maurice Audin. Il a commandé à Duclerc, à Vincent Duclerc, le rapport sur le Rwanda, et à Benjamin Stora, ce rapport sur la guerre d'Algérie. Alors, je pense qu'il est extrêmement important que, que les jeunes soient euh, informés, enfin, comprennent ce qu'est l'histoire. Donc, dans ce sens-là, l'enseignement de l'histoire est extrêmement important. Non pas, et là je cite encore Marc Bloch, non pas pour penser que demain
et identique à aujourd'hui, mais pour essayer de comprendre comment aujourd'hui diffère d'hier. Et je pense que des pans entiers de l'histoire aujourd'hui ne sont plus perçus, notamment tout ce qui a été l'histoire du communisme en Europe. Et que si on reprenait, si on repensait, et si les jeunes étaient plus, disons, avertis de ces choses-là, peut-être que ça leur permettrait de mieux se situer dans le présent. Alors l'histoire est formatrice dans plusieurs domaines. D'abord dans le rapport au temps. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on est dans la période du présentisme, comme s'il n'y avait que du présent, comme si tout était un Big Bang permanent. Donc l'histoire, ça aide à penser qu'il y a eu hier, il y a eu des hommes avant nous, et à se situer dans une chaîne humaine. Et il n'y a que quand on se situe dans cette chaîne que le présent devient que le présent, c'est-à-dire une sorte de moment entre le passé et l'avenir. Ensuite, l'histoire, en dehors d'une connaissance que l'on a avec les livres, c'est aussi une méthode qui permet de réfléchir à la façon dont on établit la réalité des faits, des événements. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire d'expliquer que les faits existent et que les faits ne sont pas alternatifs comme on le dit trop souvent. Je pense que dans les statuts du prix, il y avait histoire, mais il y avait aussi l'idée que ces livres devaient avoir aussi une écriture, devaient être accessibles à un public autre que les hyper spécialistes. Et effectivement, je n'ai pas encore lu tous les livres de la sélection, mais ces livres procurent en même temps un plaisir de lecture et ils touchent des sujets aussi différents que l'histoire de la mixité, comment nos écoles primaires et secondaires sont devenues mixtes, Charlie Hebdo, la question du vol, la question de la nation. La question du vol, c'est quelque chose de très important quand on voit à chaque élection présidentielle ressurgir cette idée d'insécurité, donc de voir qu'il y a une histoire et que ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Voilà, donc il y a un livre sur Brejnev qui est maintenant bien oublié. Donc on a finalement une gamme d'ouvrages qui montrent la vigueur de l'édition française et la vigueur et des multiples aspects des auteurs qui écrivent de l'histoire. Là, on me pose une question bizarre, parce que il y a la sélection. Alors, je vous dis ce que j'ai lu. Je viens de terminer Le lait de l'oranger, qui est l'autobiographie de Gisèle Halimi, passionnante, notamment dans sa défense des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un témoignage. Et je vais lire, qui n'est pas dans la sélection parce qu'il vient de paraître, je vais lire l'ouvrage de Picasso l'étranger d'Annie Cohen-Solal. Voilà, donc c'est les deux ouvrages que je suis en train de lire et je ne sais pas si ce sont des conseils de lecture.